Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une artiste exceptionnelle, une comédienne polyglotte, chanteuse talentueuse, voix off, auteure, la remarquable Marie-Myriam Lani. Bonjour Marie-Myriam. Bonjour Patrick, me dis donc, quelle présentation. Merci. Merci à toi surtout, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de t'avoir ici. Ma première question pour toi, ça serait comment C'est tu un choisis... honneur que tu m'as invité parce que, si je peux me permettre, quand Oui. tu m'as proposé, je suis tout de suite allée écouter ce que tu fais et j'ai fait ça super. Donc, merci déjà pour ce que tu fais et merci de m'avoir invité. J'ai plein de choses à dire. Merci, ça me touche. Merci beaucoup Marie-Myriam. Ma première question pour commencer pour toi, ça serait comment tu choisis en fait ton livre de chevet? Mon livre de chevet, écoute, il reste pas trop longtemps sur mon chevet puisque je suis une grande lectrice. Oui, Je fais beaucoup de lectures, comme tu as pu remarquer, même les lectures incarnées. c'est ça. Donc, les livres, je les choisis. Moi, je suis très engagée, féministe, je suis antiraciste, je suis multiethnique. Donc, les questions de l'immigration, le classisme, le racisme m'habitent beaucoup. Donc, mon best, c'est sur tout ça, quoi. Des essais sur le féminisme, sur les derniers que j'ai, c'était le coût de la virilité ou le prix à payer sur le couple, tout ça. Donc, Mhm. c'est souvent des... Je suis pas très roman. D'accord. Alors maintenant, pour donner un contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es rentré dans le cinéma, dans le chant, tout ça, etc. Ah oui, mais surtout que c'est une belle histoire, parce qu'en réalité, je n'ai pas choisi de devenir comédienne. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'était trop prétentieux pour moi. Dans le sens où je viens d'une famille multiethnique, ma mère est marocaine, mon papa était hongrois, Mhm. et chez nous, il n'y a pas de personne qui est dans ce milieu-là. Moi, à la base, j'ai fait des belles études de lettres. Je suis devenue prof de lettres et en même temps, à côté, j'étais chanteuse, groupe de compo, tout ça. J'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit. J'écris depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je crois. Wow. Poèmes, évidemment, pièces de théâtre, chansons, beaucoup, tout ça. Donc, j'ai fait tout ça. Et à un moment, je suis devenue maman. Et si tu veux, je me suis dit, je me dois d'être heureuse presque pour mon fils. Et du coup, à ce moment-là, c'était en 2018 ou 2019, vraiment, je me suis engagée en tant que chanteuse vraiment à fond. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à vraiment vivre de ça. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? En fait, on était en plein confinement. Je voulais devenir intermittente. Et je faisais un petit peu de figure à l'époque parce que être sur un c'est toujours un bonheur. Et je voyais une annonce pour le film de Philippe Piorès, 16 ans, un petit rôle de caissière pour quelqu'un qui avait eu cette expérience-là. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai répondu à cette annonce, alors que je n'étais pas comédienne. Alors que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai répondu à cette annonce. Je réponds à cette annonce, et évidemment, je suis convoquée au casting. 2 jours plus tard, donc première fois de ma vie que je fais un casting. Donc j'y vais, je sais pas ce que je dois faire. J'ai un petit texte, j'ai 4 phrases. Je comprends que qu'on veut que j'exprime, c'est de l'empathie. Et je suis une empathe. Je suis sensible / empathe. Du coup, j'arrive à ce casting-là, je vois 2 autres nanas. C'était un rôle de caissière. Et il y avait 2 autres nanas. Donc j'attends mon tour, je discute avec Yann et tout ça. On va faire le casting avec Marie-Pierre de la Brière. C'est un petit rôle, voilà, 4 phrases. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je lui dis que je suis comédienne. Je sais pas pourquoi, je mens. J'ai trop peur, quoi. Je dis que je suis comédienne et on fait le casting. Et au moment où je dois commencer, je ferme les yeux et je sais pas pourquoi je me dis, tu fais comme si c'était vrai. Et j'ai un truc, c'est que moi, je suis hyper sincère. Et là, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et je la vois prendre du plaisir et dire à Yann, viens lui faire la réplique que je filme et tout. Et je me dis, ça a l'air cool. Bon, je rentre de là, contente, quoi, fière de moi, en me disant, j'ai fait mon premier casting de ma vie. Et 2 jours plus tard, je suis devant l'école de mon fils. Il est 18h32. Je reçois un texto d'Yann qui me dit, bonjour Marie-Myriam, Philippe Piorès a adoré tes essais. Il veut te proposer des essais sur un grand rôle. C'est quoi ton expérience? Explique-moi, etc., etc. Là, je tombe par terre, quoi. Tu vois, je t'en parle, je t'en tremble parce que je suis dans l'émotion de ça.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Philippe Luret mail 2 jours plus tard, et j'oublierai jamais les mots qu'il m'a dit, qui me sentais pas du tout légitime, même en tant que chanteuse, alors que je suis largement légitime. Il m'a dit: bonjour, Marie-Myriam, je suis Philippe Luret, je vous ai trouvé formidable sur vos essais. J'ai adoré, je suis allée voir des vidéos de vous, j'adore. Je vous donne la caissière, il n'y a pas de souci, je voudrais vous faire essayer quelque chose. Ça va peut-être pas marcher, mais j'ai vraiment envie qu'on essaye. Donc voilà. Donc, 4 jours plus tard, je me retrouve chez lui, où là, c'est une... Comment dire? C'est des essais sur le rôle de la mère de Sabrina, enfin dans le film, quoi. Oui. Et Sabrina est là, la jeune actrice. J'arrive chez Philippe, je suis déguisée en hard. Et parce que la femme est censée avoir 5 ans, alors que moi, tu vois, je fais même pas 40. Mm-hmm. Et on passe un moment extraordinaire, on fait les essais. Je suis hyper stressée. À un moment, il me regarde, il fait: écoute-moi bien, c'est super ce que tu fais. Il dit: Sabrina, le jour des essais, t'inquiète pas, elle a pas... Donc, t'inquiète pas, vas-y. Et à un moment, on filme et il ferme la caméra et il dit: c'est la première fois que je vois une scène comme je l'ai écrite. Et là, je suis pas encore comédienne, je saisis l'importance de cette phrase. Puis après, qu'on m'a confirmé après, c'est le rêve de toute actrice d'entendre ça. D'entendre un réal qui te dit: tu l'as fait comme je l'ai imaginé. Mais bien sûr. Donc bref, après, bon, il y avait quand même il fallait jouer cette mère. Lui, sur le principe, il n'y avait pas de souci. Après, il fallait incarner cette mère de 3 enfants, une femme arabe, avec tout un passif, etc. Donc, 2 jours, il m'a dit: je dois voir quelqu'un d'autre, je te le dis, etc. L'autre comédienne devait venir 4 jours plus tard. Au final, il a fait venir même plus tôt pour me faire moins attendre. Je trouvais ça d'une délicatesse. Enfin, Philippe Luret, voilà. Et il m'appelle, il me dit: écoute, je suis désolée, c'est pas une question vraiment de préférence, c'est juste le physique. Et je dis: mais je te comprends. Philippe, il n'y a pas de problème. Je dis: ouais, je suis désolée, je fais n'importe où, ne t'excuse pas. Je suis ta caissière. Je suis pas ta maman arabe de 45 ans. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Tu m'as ouvert la porte à un truc. Il me dit: de toute façon, ce qui s'est passé, c'est pas pour rien, Marie-Myriam. C'est le début de quelque chose. Je lui dis: je le sais. Donc, c'est cool. Je suis ta caissière. Et au final, celle qui était l'actrice qui a ce rôle-là est une actrice que j'aime et que j'admire et qui s'appelle Fajria Delliba, qui est l'actrice incroyable que la France a pu découvrir dans le clip de l'Aziza. Ah oui, très bien, je vois très bien qui c'est. Voilà, ouais. et on se ressemble un peu. Oh, c'est fou, c'est quand même fou cette histoire, ça veut dire que par le culot, le hasard a bien fait les choses en fait. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. Oui. C'était pas pour rien. J'ai été caissière et je suis très empathique. Et il y avait une vérité. Il y avait une vérité à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis depuis ce jour-là, en fait, moi, à partir du moment où Philippe Luret m'a dit que j'étais formidable, Ouais. c'est bon. Philippe Luret me dit que je suis l'actrice. Et si tu veux, ça m'a mis un tampon sur le cœur. Ouais. Et ça m'a ouvert les portes. Et j'ai commencé très vite à faire des castings. Mm-hmm. Et ça se passait bien quand j'avais des compliments, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, voilà, quoi, j'ai osé devenir comédienne en janvier 2021. Et entre janvier 2021 et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Waouh, on va en parler justement. Ce qui parfois se passe en 10 ans, un acteur ou une actrice. Non, c'est génial parce que 2021, c'est pas si loin que ça en fait. Hein. C'est fou. Et comme on dit, le réel, il t'a validé en fait. Bon, clairement. Et puis il m'a dit, faut pas oublier un truc, c'est que Philippe Luret, il a commencé en étant ingénieur du son. Donc lui, ce qu'il a aussi aimé, quand je faisais les essais, il m'a fait chanter en arabe et tout ça, c'était du jazz devant lui. Oui. Lui a tout de suite dit: t'es chanteuse, donc t'es interprète. Donc déjà, tu es actrice. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu une oreille, ce qui fait que j'ai le sens du rythme, de la justesse, de l'écoute. Il y a un truc. Nous, on cherche l'harmonie et la justesse. Donc, c'est très difficile d'être faux. Non, c'est vrai. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ton parcours, tu parlais de littérature, et tu as un master en littérature. Comment alors, j'ai une licence. J'ai une licence en littérature, option communication et médiation culturelle, et un master 1 de développement culturel et valorisation des patrimoines. Mais bon, je ne l'ai pas validé. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois là, à quel point je suis engagée. En fait, le sujet de mon mémoire, c'était la démocratisation culturelle a-t-elle eu lieu? Et clairement,
après avoir lu une trentaine de bouquins là-dessus, j'ai vu et que la culture en France, c'était reproduction des inégalités et des élites. Donc moi, je voulais pas faire du divertissement pour les pauvres et la culture pour les riches. Donc, je l'ai pas rendu mon mémoire et je suis partie. Voilà. Oh, le culot. Ah mais le culot. Ah non, mais l'audace, c'est ma vie. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, en fait. Non, Voilà, je suis honnête, je suis droite, je suis vraiment intègre, j'ai vraiment envie d'élever tout le monde. D'ailleurs, Marie-Myriam, en hébreu, ça veut dire celle qui élève. Et j'ai été professeure de littérature pendant des années. Donc, moi, mon but, c'est d'élever les choses. C'est pas de participer à un système injuste. Mais justement, c'est ça que je voulais dire. Comment cette licence influence ton travail au quotidien, aussi bien qu'en tant qu'artiste, dans l'écriture, dans la compréhension de ton personnage, dans tout ce que tu vas interpréter, en fait? C'est une excellente question. Et je suis d'accord dans le sens où, en fait, à force, je me suis rendu compte que j'avais tout construit pour devenir une actrice. Ah oui. Puisque quand on est entre les études de lettres, les études de musique et aussi le théâtre, parce que, comme tu le dis très justement, j'ai vraiment, en plus, moi, ma spécialité, c'était l'étude de texte. Donc, effectivement, c'est lire les mots, ce qu'il y a derrière, les sous-entendus, et le problème de beaucoup d'actrices et d'acteurs, d'ailleurs, je peux te parler d'une petite anecdote là-dessus. Vas-y. Un jour, on répétait avec mon partenaire, et c'était sur un rôle de pervers narcissique, de domination, voilà, lui était dominant, moi j'étais dominée. Et en fait, on était en train de répéter, et à la fin, elle lui dit, mais ça fait 15 ans que je fais des efforts, en fait. Réfléchis, le problème, il vient peut-être de toi. Et je sais pas pourquoi, il me dit oui, mais à ce moment-là, elle le rattrape, elle l'aime, elle machin. Et je l'arrête tout de suite. Je lui dis mais je t'arrête tout de suite. Regarde la ponctuation, regarde les temps. C'est impératif. Il y a des points d'exclamation. Je dis non. À ce moment-là, au contraire, elle se réveille, elle s'oppose à ce moment-là. Le réel, évidemment, me confirme le truc. Et le problème de beaucoup d'actrices et d'acteurs, c'est que des fois, ils calent ce qu'ils veulent sur un texte. Sauf que c'est pas ça. Il faut voir le texte tel qu'il est et le sentir et ne pas interpréter comme on le souhaite. Donc moi, je vois le texte, je sens les sous-entendus et encore une fois, la ponctuation, les temps, la formule, tout peut nous donner des informations. Donc c'est très précieux, c'est très utile, oui. Bien sûr, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de théâtre. On vous dit de lire entre les lignes, de bien faire attention aux didascalies, etc. Donc, oui, c'est super important tout ça. Si on parlait un petit peu maintenant de ta polyvalence artistique, parce que tu fais du chant, de la comédie, t'écris. Comment tu navigues entre toutes ces expériences, en fait, entre toutes ces expériences? Pour moi, elles sont toutes liées. C'est-à-dire que la première chose, en réalité, si je dois être honnête, la première chose que j'ai commencé à faire certainement, c'est de jouer comme tous les enfants. Bien sûr, ensuite de chanter, après d'écrire. Et tout est imbriqué, puisque par exemple, quand j'écrivais mes chansons pour un groupe Marika 2, j'écrivais mes textes, en même temps je les chantais, c'est lié, puis je les jouais sur scène. Donc pour moi, en réalité, l'écriture, la voix, le chant et le jeu sont toujours liés. Je sais qu'en France, on est très... les chanteuses sont chanteuses, les actrices sont les actrices. Oui. Mais moi, je trouve personnellement... moi, j'ai toujours été talentueuse, que ce soit à l'écriture, même danser, même... Pour moi, les arts sont liés. Et si tu es une artiste, normalement, tu peux maîtriser plusieurs arts. Je ne sais pas pourquoi ce serait bloquant, en fait. Pour moi, tout est lié. L'écriture, c'est logique. Tu vois, par exemple, récemment, je me suis mise à écrire des pastilles punchlino, humoristico, satirico, politico, politique. Et voilà, oui, la plume m'a aidée, mon interprétation m'a aidée, et même la voix, encore une fois, je suis chanteuse, donc j'ai un sens du rythme. Et la comédie, c'est vraiment le rythme. Donc, tout ça se mêle, en fait. Et tout ça est lié. C'est pas de l'huile et l'eau qui se mélangent pas. Ça s'entre-nourrit. Oui, parce que comme tu disais, en France, on a tendance à mettre les gens dans les cases parce qu'on est un peu contre la polyvalence. Ça veut dire que soit tu es acteur, soit tu es producteur, ou soit tu es rappeur. Mais on veut pas que tu sois un rappeur qui joue et qui peut produire dans un film en même temps. Oui, mais bon, je crois qu'il y en a qui, comme mon cher Kerry James, qui a montré que ça suffit, quoi. Non, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de tout dynamiter. De sortir un peu des cases qu'on nous avait données.
Je trouve ça très bien. Vraiment, je pense que les actrices et les acteurs doivent aussi, s'ils peuvent, se donner les rôles ou juste écrire un monologue. Le but, vraiment, c'est de se nourrir en tant qu'auteur et autrice et acteur et actrice et artiste en général. Bien sûr. Même si tu lis, moi, je sais que au quotidien, quand je regarde un film, je le regarde avec mon œil d'actrice. Quand j'écoute un podcast, j'écoute avec mon oreille aussi d'actrice. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand j'ai été catapultée dans ce monde-là, qu'est-ce qui a fait qu'en 3 ans, j'ai avancé si vite? En fait, j'ai eu une démarche universitaire. Vraiment. C'est-à-dire que je me suis mise à faire des recherches, à écouter des podcasts, des vidéos, comprendre, faire des castings, taper de la figure, taper des trucs. Mais vraiment, je me suis immergée. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. Et très vite, du coup, j'ai compris les codes, parce qu'il y en a beaucoup des codes. Bien et sûr. si on les comprend pas, on peut vraiment passer à côté de certaines choses. Donc, tu as été un petit peu autodidacte. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, tout à fait, oui, je suis d'accord avec toi. À la base, je suis comme mon père. Mon père était un self-made man. Moi, je suis pas une autodidacte, parce que on va payer les écoles privées quand même. Donc, voilà, big up à la maman. Mais j'aime beaucoup apprendre par moi-même. Je suis hyper curieuse et c'est vrai que mon obsession, c'est de me cultiver, c'est de me remplir, c'est de me renforcer. Comme je disais à mes élèves, le savoir, c'est le pouvoir. Et quand tu es une femme racisée, née dans un milieu modeste, ton cerveau, c'est très utile. Le physique, c'est bien, le cerveau, c'est nul. Là, on arrive dans la partie de l'émission où normalement on raconte des anecdotes. Et en préparant l'émission, je sais que oui, tu nous parlais de Walking Dead. Je l'ai même noté parce que je voulais pas la louper. Et puis, ce que j'aime avec cette histoire, c'est que ça prouve qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Il y a des tas de fois, ne vous inquiétez pas, on parle de nous en bien. Et c'est pas... Enfin, voilà, je vais leur raconter. Tu me permets? Bien sûr, vas-y. Alors, là, on va parler de moi, ce qui m'est arrivé, parce que j'ai passé 1 an sur le tournage de Walking Dead Daryl Dixon en tant que close guard, silhouette close guard de Anne Charlier. Et comment tout ça a commencé? Ça a commencé par je pensais à rater. Je vous explique. Je voyais l'annonce pour une silhouette parlante pour une journée. Femme inquiétante, qui fait peur. C'est pour moi. C'est ça. Même si je suis très souriante et tout, j'ai 2 pôles. J'ai un pôle souriant, lumineux, etc. Et un pôle sombre, noir, plus dark, en fait. Donc, j'envoie pour ce casting-là. Brigitte Fourcade me reçoit en casting. Je fais le casting. Je ressors de là. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais des fois, pour les castings de silhouette, tu ressors et tu dis, mais putain, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait de ouf. Tu vois, c'est assez difficile. Tu vois? Donc, je sors de là. Et 2 jours plus tard, je revois une annonce un peu pour le même profil, mais là, 4 jours. Et silhouette, pas silhouette parlante. Et sur le coup, je me dis, mais pourquoi il ne m'appelle pas? C'est bizarre. Tu sais, ce réflexe bête, mais dans ce milieu-là, ça ne marche pas comme ça. À chaque fois qu'il relance des annonces, postule et voilà. Donc, je me dis, allez, je reposte. Je repostule, quoi. Je postule. Et effectivement, en 24 heures, je suis validée. Et on me dit, viens dans 48 heures faire les essayages. Donc, pour 4 jours de tournage en silhouette. Donc, je suis plutôt contente parce que silhouette est choisie par le réalisateur, Dan Percival. Et donc, je suis ravie, je vais aux essayages et tout. J'arrive aux essayages et je tombe sur l'une des assistantes de Brigitte Fourcade, là, qui me dit, coucou Marie-Myriam, tu te souviens de moi? Et je dis, ah non, excuse-moi, je suis désolée. J'étais ce jour-là du casting, j'étais dans mon truc. Tu vois, quand je suis focus, je suis dans mon truc, je suis concentrée. Je dis, excuse-moi, je me souviens pas du tout, vraiment, je suis désolée. Et elle me dit, j'étais là le jour de ton casting, je voulais te dire que tu nous as vraiment impressionnés, que tu as vraiment été cool. T'as pas été choisie juste parce qu'on voulait quelqu'un de plus grand et plus avec le crâne rasé et tout, mais tu as fait un super casting et je suis très heureuse qu'on t'ait choisi. Waouh. Je ressors de là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je me dis, comme quoi, c'est pas parce qu'on fait un casting et qu'on n'est pas pris qu'on n'a pas été bon, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, sur le tournage, ça se passe super bien. Je suis bilingue anglais. Je comprends très vite les choses. J'analyse très vite les choses. Une dame, ça, je le reproduis en 1000 fois.
je suis un soldat sur un tournage. Ok. Pourquoi ? Parce que je comprends, comme je t'ai dit, pour moi, il faut comprendre des choses. Et j'ai compris très vite que sur un tournage, le ou la réal, c'est Dieu, dans le sens où il ou elle a porté un projet à bout de bras pendant 5 ans. Là, on est sur le tournage. Là. Bien On sûr. est sur le moment qu'il ou elle attend depuis toujours. Il y a une pression de dingue. On est tous en stress. On va tous faire une journée de 15 heures. Donc, il faut qu'on soit efficace. Et quand on dit silence, c'est silence. On reste focus. Et donc, en fait, avec Dan, ça se passe super bien. Et les jours j'ai finalement 4 jours. Ah ben non, on vous rappelle, le réalisateur vous redemande 5, 6, 7, 8. Je me dis, waouh, formidable. De là arrive carrément la saison 2. Okay. Et là, on me rappelle, en fait, sur le bloc 3, alors que je suis pas censée être là. Et il me dit, en fait, j'ai twisté la silhouette, en fait, t'es en ça. Enfin, mais un truc, mais de fou. Et je me souviens toute ma vie, quand j'ai quitté le plateau pour la saison 1, je lui ai dit au revoir de loin, comme ça, j'ose pas le déranger. Il vient me voir, il me dit, thank you so much, darling. Et ça m'a touchée. Parce que, voilà. Et puis, il y a eu des petits moments, tu vois, il y a un moment, on était sur le plateau et il y avait une silhouette, il y avait un mec qui était silhouette, un grand bonhomme baraque, mais qui parlait pas anglais, Didiche. Et à un moment, le réal lui dit quelque chose et je vois Didiche qui est complètement perdu. Et là, j'arrive tout de suite et je traduis, en fait. Je traduis et je lui explique. Et en fait, Dan, comment je lui traduis ? Il voit que je lui traduis, mais en lui disant que tu dois absolument... Il voit comment je transpose ça. Et direct, il me regarde, il me dit « Thank you, Maria ». Oh, nice. Moi, je suis là pour faciliter. Je suis là pour donner au réal ou à la réal ce qu'il ou elle veut. En un temps record. Voilà, générosité, je donne tout. Ah, mais un des moments où j'ai le plus donné, c'était sur une silhouette. C'était incroyable. Il s'est passé un truc sur ce tournage. C'était sur le tournage de Tout va bien avec Derrick Rochant. J'arrive, il y a Nicole Garcia qui est incroyable. Nicole Garcia, incroyable et tout. Donc, attends, j'ai fini l'histoire de Walking Dead ou je sais pas, parce que je m'embarque sur des histoires. Au final, Walking Dead, j'ai eu 18 jours. Ok, super. Mais j'aimerais revenir 2 secondes sur ce que tu as dit par rapport à ton récit sur Walking Dead. C'est que, en fait, tu sais, tu as dit que toi, tu avais postulé, tu as passé des essais, mais on t'a pas rappelé, mais tu as mis ton ego de côté. Des fois, en tant qu'acteur, on le fait pas, ce geste-là. Ça veut dire qu'on se dit, mais ils vont sûrement penser à moi. Non, il y a trop de monde. Malgré ce qu'on peut penser, exactement, mais malgré ce qu'on peut penser, j'ai de l'assurance, mais j'ai pas un ego mal placé. Et mon ego, je sais très bien le ranger, bien au fond. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis une femme racisée, pas née du bon côté de la barrière. Donc, il y a un moment, moi, je suis habituée, en fait. Bien sûr, et c'est très précieux. Très précieux. Mon ego... Pardon. Non, je veux dire, ce que je veux dire par là, en fait, c'est un super conseil pour les acteurs, aussi bien que ce soit les débutants que ceux qui sont déjà dans le milieu. C'est que des fois, en fait, mettez votre ego de côté. On vous a pas rappelé, mais on continue toujours de rechercher le même profil. Repostulez à nouveau, en fait. Voilà, t'en es l'exemple même. C'est ce que disait Rachel Desmarais. Rachel, par exemple, Desmarais, qui est une casteuse de pub super, qui met énormément d'annonces. Moi, des fois, ça m'est arrivé 3 fois de suite. En 2 jours, je corresponds à tout. Je lui renvoie. Et c'est ce qu'elle disait dans son podcast. En fait, il faut vraiment comprendre. Faut lâcher son ego. Faut arrêter de penser qu'on est rejeté, d'accord ? Un non n'est pas un rejet. Un non est juste un non. Ça ne remet rien en cause. Ça veut juste dire que tu n'es pas la pièce de puzzle exacte qui va rentrer dans le puzzle du projet. Bien sûr. Un projet, c'est the big picture, c'est un énorme truc où il y a d'autres personnes, où ton physique, ton énergie doit correspondre avec les autres. Il faut pas, comme le disait Emma sur un de tes précédents épisodes, il faut pas que ta tronche rappelle au réal son ex. Ça peut arriver. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut pas croire qu'on est rejeté. On est juste pas, on fit pas sur le projet. Mais voilà, il faut mettre l'ego à sa place. Bien sûr. Et ce qui était beau, c'est ce que tu disais, c'est que en fait, toi, pour une fois, on t'a donné la raison pour laquelle t'as pas été prise. Et ça, c'est des choses que des fois, nous, en tant qu'acteurs, comédiens, comédiennes, on le sait pas. On n'a pas. Ouais. Mais j'ai eu 2 fois. Alors, si tu veux, j'ai aussi eu, la chance. J'ai une agente extraordinaire aussi que j'ai rencontrée en février de l'année dernière, Nathalie Myriam de l'agence Cruel Talent. Ça a été un coup de cœur fou entre nous. Hein. Elle m'a appelé, elle m'a dit c'est toi que j'attendais en fait. Et puis je lui ai dit mais moi aussi c'est toi que j'attendais. C'est génial. Et Myriam, il n'y a pas longtemps, elle m'a fait passer un casting
pour Ruti Bloom, qui est une des plus grandes dirkas israéliennes, qui a travaillé notamment sur Fauda. Mhm. Et donc, je t'avais passé une petite self-tape. Puis moi, tu sais, comme tu passes un casting et tu passes à autre chose, comme je dis. Bien sûr. Donc, j'ai fait ma self-tape, je l'ai envoyée, etc. Peut-être 2 mois après, mon agente, elle me dit j'ai eu un retour du casting. Ok. Je dis c'est cool, parce que, moi, c'est négatif, mais au moins, j'ai un retour, tu vois. Et elle me dit écoute, ils ont très longtemps hésité entre toi et l'autre. Wow. Et en tout cas, ça leur a beaucoup plus que tu as fait. Tu restes dans leur petit papier. C'est cool. Donc voilà. Donc, on m'a dit non, mais c'est pas grave, on a longtemps hésité. Et puis surtout, c'est pour le mieux. Mhm. Et encore une fois, je vais donner un dernier exemple de fois où on m'a dit non, mais au final, j'étais sur le plateau. Celle-là, elle est priceless. Je reçois une proposition de casting de, je crois, Marie-France Michel pour la série Terminale de Jamel Debbouze. Bien sûr, oui. Et direct, je vois ça. En plus, je vois ça, je me dis, c'est pour moi. C'est pour moi dans le sens, c'est mon casse-type, la maman d'origine maghrébine. J'ai un enfant de 6 ans, je suis d'origine maghrébine, etc. C'est Jamel, c'est mon esprit. Tu sais, il y a des familles de cinéma. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Bien sûr. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas attirer tout le monde, on ne peut pas être attiré par tout le monde. Il faut l'accepter. Donc moi, Jamel, je reçois ça, elle me dit « Ouais, c'est pour moi et tout, mon ego. » Et en fait, je suis pas prise. Alors que je fais une super self-tape, même avec mon fils et tout, et ça se passe très bien. Je suis pas prise. Et je te jure que sur le coup, je le prends pas mal, mais je me dis « C'est bizarre. » Je te jure, je me dis ça. Je me dis que c'est bizarre. Quelques jours passent, et là, je reçois un coup de fil d'Hélène, l'assistante de Marie-France Michel, qui me dit « Marie-Myriam, le tournage est dans 1 semaine. On voulait savoir, est-ce que par hasard, tu es dispo pour venir en backup au cas où la comédienne ne réussit pas à sortir son texte parce qu'en fait, on est en public. C'est un système un petit peu particulier. Du coup, ça peut être difficile. » Bien sûr. Ensuite, j'étais disponible. Je lui dis oui, bien sûr, je serai là en backup, il n'y a pas de souci. Alors que tu vois, il y en aurait peut-être, on aurait refusé en se disant non, mais moi, je ne viens pas en backup. Tu vois. Il est hors de Sauf question. Que non, range ton ego, range, et tu vois, regarde à quel point ça m'a servi. Tu vas voir. Continue. Ça, c'était 1 semaine avant le tournage. 3 jours avant le tournage, je reçois un appel. Vlatipa, qu'elle me dit que une autre silhouette de maman s'est désistée, et du coup, il me propose de prendre de faire la silhouette parlante, quoi. Wow. Vraiment. Donc je dis super, formidable. C'est pas fini. J'arrive le jour du tournage. Et très marrant, je refais la même tenue que j'avais fait pour le casting. Je vois Jamel, je lui dis merci. Il me dit mais de quoi? Je lui dis merci, je suis là. Juste déjà, je suis là. Merci, regarde, c'est cool, tu vois. Et donc, je me fais pomponner, maquiller, là. Super équipe, j'arrive, je retombe en plus sur Gaëtan Baudenay qui travaille à gérer la figuration, avec qui j'ai tourné sur un court-métrage. Enfin, je sais pas, une super atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais silhouette parlante, donc je devais dire viens ici, Hello, mon chéri. 5 mots. Parce qu'il faut expliquer. Il y a figurant, c'est décor vivant. Silhouette, c'est on va te reconnaître, mais tu dis rien. Silhouette parlante, c'est 5 mots. Au-delà de 5 mots, c'est rôle. Ouais. Et donc, si tu veux, moi, dans le moment, je suis avec un petit garçon, et dans le moment, je me dis, moi, en tant que maman, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que mon petit garçon, il s'échappe de mes jambes, il court dans l'avion, et je vais pas lui dire, viens ici, Enzo, mon chéri. En tant que maman, je dirais, mais qu'est-ce que tu fais? Viens ici, mon cœur. Et en fait, je lance ça, du coup, si tu comprends, c'est un peu plus qu'une silhouette parlante, mais parce que ça me paraît plus juste, et personne ne me corrige. Donc, voilà, je transforme pour que ce soit plus naturel et plus cool. Je propose des choses. Ouais. Et de là, on va sur une deuxième séquence. Et là, on dit, qui est-ce qui veut faire de l'impro? Direct, je lève la main. Et du coup, je propose, je sais pas, il y a Tristan Lopin qui est là. Vous verrez, c'est hyper drôle. Il faut le faire. Et en fait, à un moment, je lève la main et je propose, il y a du champagne sans alcool. Enfin, et voilà, je suis passée je suis pas prise en silhouette parlante à, en fait, si tout ça est gardé, je serais rôle, en fait. Tu vois? non, c'est fou, ouais. L'audace, voilà. la clé de notre métier, en fait. Je sais pas, c'est pas que l'audace, c'est aussi, moi, de savoir mettre mon ego de côté, vraiment. Il y a les deux. Oui, j'ai de l'audace, mais en même temps,
tu vois, quand elle m'a proposé d'être en backup, j'aurais pu... En plus, en backup, je suis totalement honnête et transparente. Sur le coup, elle te dit, bah, si t'es en backup et que tu fais rien, t'es payé des figures, machin. Donc moi, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux, c'est être sur le plateau. Bien sûr. Voilà, c'est être là. Juste te retrouver sur un plateau avec Jamel, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà, il est venu me féliciter et ça m'a touché de fou, quoi, tu vois. Et donc, avoir de l'audace, savoir se placer et toujours se dire que si c'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Et si c'est pour toi, ça viendra à toi, même si on t'a dit non. Tout à fait. Si on revenait un petit peu sur ton parcours, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton côté chant et musique, parce que t'es une chanteuse. Tu avais partie d'un duo, il me semble, non? Un duo qui s'appelait... Le nom, alors, c'est quoi? j'ai monté... En tout premier lieu, moi, ça a été beaucoup de la composition. Tout premier groupe que j'ai monté, c'était en 2008, c'était Lapso Preti, où voilà, chanteuse de rock, bien énervée, où j'écris en anglais. Après, j'ai monté Marika 2, où c'était plus de la chanson française, de pop. J'avais une équipe de 5. Et au moment où vraiment j'ai fait plusieurs duos avec des guitaristes et tout. Et puis j'ai monté à un moment Xaya, qui aujourd'hui est devenu Majo. Mais j'ai monté donc un duo trio Xaya, où on fait de la reprise, pop, jazz, bossa. Je chante des chansons des années 40 à nos jours. Pop, jazz, bossa, funk, soul, en français, anglais, italien, espagnol, portugais. Voilà. Et grâce à ça, et du coup, c'est ça qui m'a permis de vivre. Donc, avant de devenir comédienne, moi, je vivais de la musique et j'étais déjà artiste, en fait. Après, je fais de la reprise, mais c'est de la reprise assez twistée. Et voilà, donc j'ai monté ce duo trio, parce que des fois, on a une contrebasse avec nous, qui tourne, et je fais des événements privés, je joue dans des hôtels, etc. Et ça me nourrit beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me rappelle des fois où tu passes, par exemple, des journées de tournage, une fille qui n'était pas folasse, c'est que le soir, t'es en concert et c'est toi la resta, ça fait du bien, quoi. Mais justement, quel est l'impact aujourd'hui de la musique sur ta vie artistique? Écoute, l'impact, je peux pas... C'est même pas l'impact, vu que je vis dedans. Chaque seconde, ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me nourrit spirituellement, intellectuellement. Le fait de bosser avec beaucoup de musiciens. Par exemple, j'ai rencontré un musicien qui m'a amené vers le jazz, autre qui m'a amené vers la bossa nova. Après moi, j'ai amené un autre musicien vers la bossa. J'ai découvert des choses, ça m'a ouvert. Intellectuellement, ça m'a ouvert. Culturellement, j'ai rencontré tellement de musiciens et musiciennes, d'étudier des textes, d'apprendre des textes dans plusieurs langues, de chanter portugais tellement bien que 2 fois, il y a des Brésiliennes qui m'ont demandé si j'étais brésilienne. Donc, ça m'apprend la discipline, la rigueur, l'écoute, le fait de jouer à l'autre. C'est tout bête, mais en stage casting, on m'a souvent complimenté sur mon écoute. Et ça, c'est un truc que tu peux pas inventer. Moi, j'écoute. Quand tu joues avec l'autre, t'es obligé de l'écouter, en fait. Je suis pas là en mode chanteuse et l'autre, il suit et puis il se démerde. Hein. C'est pas ça. On joue ensemble. On peut être en rubato, mais ça, c'est décidé. Mais en tout cas, de jouer à deux, moi, ça m'a appris beaucoup. Tu sais, au début de l'entrevue, tu parlais beaucoup de jeunes filles racisées. C'est quoi les défis que toi, tu peux rencontrer aujourd'hui? Oh, pardon, oui, mais tu fais tellement jeune. Oui, mais on a l'âge de César Terre, mon cher. Comment ça, aujourd'hui, en fait, toi, en tant que comédienne racisée, quels sont les défis que tu peux rencontrer, toi, aujourd'hui? Je te remercie de poser la question. D'ailleurs, on peut se référer à l'étude de 50-50 qui a montré que quand on est une femme arabe, on n'a que 6% de chance d'avoir un rôle principal. Voilà, les chiffres sont là. Alors moi, c'est différent. Pourquoi? Je suis arrivée je te promets, je suis arrivée au même moment que Netflix. Et tu dois le voir toi-même en tant qu'acteur. Les maghrébins, les nanana, waouh, depuis 2 ans, je cherche que ça. Donc en fait, en réalité, je suis arrivée au bon moment. Après, je vais pas vers des rôles clichés. Comme j'ai dit, je ne ferai jamais l'arabe de service. D'accord. Voilà. Et après, il y a une autre... En ce qui me concerne, moi, il y a une autre dimension. Et je te remercie de me permettre d'en parler, parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, je suis multi-ethnique. Je n'utilise pas le mot métis, parce que le mot métis a une connotation historique raciste. Donc, moi, je suis multi-ethnique ou multiraciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une mère marocaine, un père hongrois, que je suis née en France. J'ai 3 cultures, en fait. Bien sûr, oui. Et le truc, c'est que parfois, je te le dis, parfois, je fais pas assez maghrébine.
Mhm. Tu vois, pour faire la maghrébine, et je fais pas assez la française pour faire la française, et je suis pas l'hongroise. Donc, il y a encore, des fois, j'ai le white passing total, hein. On me dit, je suis européenne. Ok. On me demande souvent pour des rôles de latina, d'espagnol aussi, etc. Mhm. Mais pour mon cas, moi, c'est compliqué. C'est vrai que des fois, j'ai envie de dire, où sont les gens métissés? Bien sûr, oui, oui. Où sont on veut des noirs, des arabes, des Mhm. blancs. Mais où est le reste, en fait? C'est ça, ouais. Moi, je connais énormément de gens comme moi, de personnes qui sont belges, congolais, Mhm. algériennes, russes. Enfin, on en fait quoi des gens comme nous? Mhm. Mhm. Tu vois? Donc c'est ça qui est un petit peu... voilà. Donc moi, écoute, je postule à maghrébine. Mhm. Je postule des fois à caucasienne aussi. Ok. Et des fois, on me propose des trucs pour des rôles de latina. Mais je trouve que des fois, ça ne devrait même pas apparaître. En D'accord. réalité, ça n'a pas... On pense que ça raconte quelque chose si tu fais une femme noire à la place d'un homme blanc. Mais non, ça raconte rien. Tu mets une femme noire médecin au lieu d'un homme blanc médecin, ça raconte rien. Donc, on arrête aussi ce truc de tout le temps de vouloir... voilà. Mhm. Moi, j'évolue là-dedans en essayant de pas rentrer dans les clichés. Ouais, clairement. De pas rentrer dans le Clairement. Tu sais, tu parlais que voilà. t'es arrivé au bon moment avec l'époque de Ouais. Netflix. Mais moi, je voulais savoir, c'était quoi Ouais. toi, ta perception? Parce que tu parlais d'acteurs racisés. Mais des fois, dans les films, Ouais. notamment dans les films français, on va avoir un acteur racisé et c'est fini pour le reste du casting. Ah, tout à fait, c'est ce que disait Sylvia très justement. C'est-à-dire que j'appelle le noir ou l'arabe de secours ou de service. Mhm. Et ça me dérange. Pourquoi? Bien sûr. Ça veut dire que s'il y a... c'est-à-dire que des fois, je vais dire un truc, je vais voir 6 personnes, Mhm. il n'y a qu'un noir ou qu'un arabe, et dans ce cas-là, tu vois, ça te permet juste de dire que c'est pas tout blanc. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que si on faisait l'inverse, un blanc ne représente pas tous les blancs. Bien sûr, Un ouais. Congolais, un Sénégalais, un Haïtien, ça n'est pas pareil. Mhm. OK? Une Libanaise, une Marocaine, une Tunisienne, ça Mhm. n'a rien à voir. Donc, Mhm. moi, ce qui me dérange aussi quand on fait ce truc-là, de l'arabe de service ou du noir de service, ou même de l'asiatique de service. La dernière fois, j'ai discuté avec un pote, Klein, et je lui disais, dis-moi, t'es de quelle origine précisément, parce que je ne voulais pas lui envoyer des annonces qui ne le correspondaient pas. Mhm. Enfin, moi, vu que je suis racisée, tu vois, j'ai cette conscience, en fait. Si t'es congolais, je vais pas t'envoyer des trucs de Camerounais. Bien sûr. Et là, de lui-même, il m'a dit, non mais Myriam, envoie-moi tout, de toute façon, pour eux, Asiates, c'est tout pareil. Ben, ça me désole. Un Vietnamien n'a rien à voir avec un Cambodgien. Bien sûr. Donc, le noir ou l'arabe ou l'asiate de service, déjà, pour moi, c'est raciste de base. Et puis, c'est une façon de dire je ne suis pas raciste. Et puis surtout, ça réduit la représentation des personnes racisées à un type. Ce qui est faux, en fait. On a une richesse. Je veux dire, au Maroc, il y a des noirs marocains. Bien Personne sûr, ne ouais. sait. En Algérie, tu as des blancs aux yeux verts. Voilà. Je pense qu'il faut enrichir les représentations qui sont encore, je trouve, un peu datées parfois. Et comment ça va marcher? Il faut plus de personnes derrière la caméra, au poste décisionnaire, en prod, tu vois. Voilà. Des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. Et il y en a de plus en plus. Ça allait être ma prochaine question. Est-ce que tu penses qu'on devrait aller vers les quotas dans ce cas-là? Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas voulu en France il y a 20 piges. Et les gens eux-mêmes qui n'ont pas voulu, aujourd'hui en reviennent en disant finalement, il ne s'est rien passé. Bien On n'a rien fait, il ne s'est rien Mhm. passé. Aux États-Unis, on a fait, il s'est passé des choses. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme la parité. Regarde, depuis qu'on a parlé de parité, enfin, il se passe des choses. Mais avant ça, on n'en avait rien à faire. Donc, je suis désolée. Enfin, pour moi, c'est dramatique, en fait, d'être obligé de vous imposer des quotas. Ça veut dire que de Bien vous-même, sûr. vous ne voulez pas de nous. Vous Bien n'avez sûr. pas imaginé ça. Donc, il y a un moment, s'il faut ça pour que des actrices et des acteurs talentueux, noirs, arabes, asiatiques puissent pouvoir bouffer et vivre et montrer leur Bien talent, sûr. ouais. Pourquoi Oui, pas? oui. Pourquoi Parce pas? qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les quotas, etc. Mais le problème, c'est que si on est contre, et si on ne connaît pas exactement le nombre de personnes blanches actives dans le secteur, comment on peut combattre la représentation du racisme? Exactement.
tu vois, rien que le fait de pas vouloir faire des statistiques ethniques. Alors, c'est très pratique, on dit que c'est pas raciste. Bien sûr. Non. Oui, il y a la France, enfin, voilà, le racisme n'a pas attendu ça pour exister, hein, au contraire. Et du coup, par exemple, les chiffres de 50-50, et merci pour leur travail, ils ont mis les chiffres et ils sont choquants. Bien sûr, oui. Voilà, quand tu es un homme asiatique, je sais plus, mais t'as l'ordre de... C'est l'infinitel, hein. Donc, il y a un vrai problème. Donc, ne laissez pas la place. Tu parlais de 50-50. Voilà. Toi, tu fais partie de ce collectif, hein? Bien sûr. Bien sûr. Je fais partie du collectif 50-50. Je fais partie de l'AFA. Oui, bien sûr. Là, je vais adhérer à DIV+, et je vous conseille d'adhérer à l'ADA aussi. Femmes et Cinéma aussi. Ouais. Je suis très... Si on parlait un peu de ton engagement social, parce que toi, tu participes à des lectures incarnées, d'extraits d'ouvrages d'autrices racisées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment c'est venu à toi? Pourquoi tu fais ça? Je te remercie. C'est venu, en fait, moi, j'ai toujours été engagée dans mon travail et j'ai toujours pensé que l'art, c'est ce que m'avait dit ma psy un jour, qui m'avait dit, l'art, c'est la manière la plus puissante de transcender les traumas. Et j'avais déjà fait des ateliers d'initiation vocale auprès de jeunes déscolarisés et emprunts à la délinquance et de femmes victimes de violences. Bien sûr. Et j'ai vu des trucs de dingue, j'ai vu ces gens sortir d'eux. Et du coup, moi, ça m'a donné envie. Et donc, moi, en tant que femme racisée, et en plus, en tant qu'étudiante en lettres, je peux dire que j'en ai lu. Hein. J'en ai lu des mecs. Hein. Et des mecs blancs, j'en ai lu. Et il y a un moment, en fait, j'avais lu La discrétion de Faiza Again. Merci Faiza, parce que l'idée m'est venue comme ça, en fait. Moi, je suis très spontanée. J'avais lu La discrétion de Faiza Again et ça m'avait percuté, quoi. Je pensais à ma mère. Bien sûr. Ça m'avait... tu sais, Patrick, nos générations n'ont pas liquidé leur trauma. Donc, il y a beaucoup de transgénérationnel, il y a beaucoup de choses qui sont très, très lourdes et qu'on a besoin d'exorciser. Et donc, j'ai lu ce livre et j'ai trouvé génial. Et j'étais sur le canapé et j'en lisais un autre. Et je ne sais pas pourquoi j'étais obsédée. Je me dis non, mais ce n'est pas possible. Il faut que les gens entendent ces mots. Bon, je dois faire quelque chose. Je me suis posée, j'ai mis la caméra, je n'étais même pas maquillée, j'ai lu. J'ai lu. Et puis voilà. Et puis on m'a dit, mais c'est super, c'est génial. Et donc j'ai décidé ensuite de mettre en avant surtout, alors pas que, je ne suis pas excluante, je ne suis pas raciste, hein, je suis d'origine hongroise, donc j'ai un homme blanc en moi. Donc je priorise, mais je priorise les écrits des femmes d'Afrique. Bien sûr. Parce que je me sens africaine. Quand je dis marocaine, c'est une extension, mais je me sens africaine de base. J'aime pas d'ailleurs la dichotomie maghrébin. Non. Afrique du Nord, je préfère. Et j'ai commencé à lire et je partage les mots des femmes qui parlent d'exil, de violence, de racisme, d'identité, toutes les thématiques. En fait, si tu veux, tous les extraits que je lis auraient été des mots que j'aurais pu écrire. Parce que j'écris aussi d'une façon assez punchy, assez, assez forte. Oui. Donc, j'adore ces moments-là. Et puis, ça me touche beaucoup parce que j'ai toujours des retours adorables des autrices. Ça donne envie aux gens de lire les ouvrages. Bien sûr. Donc, ça me nourrit. Ça m'a permis de lire tous ces livres. Ça m'a aidé dans mon cheminement personnel en tant que femme aussi. Ça m'a un peu surprise, mais ça m'a encore plus bousculée. Donc voilà. Donc en voulant aider les autres, je me suis aidée. Oui, entre guillemets, tu fais un peu la promotion de la littérature sur Instagram. Tu disais que tu as eu des retours des autrices. Oui, des femmes. Ouais. Tu disais que tu as eu des retours des autrices, mais comment ça se fait? Comment ton public sur Instagram réagit à ces vidéos en fait? C'est quoi leur impact? Est-ce qu'ils te remercient? Ils adorent. Ok. Ils adorent, enfin en tout cas les gens qui me suivent, ils adorent chacune de mes lectures. Ils commentent, ils me disent toujours c'est un bonheur de t'écouter, j'adore Marie-Myriam, j'avais hâte de cette lecture. Et puis je te dis le nombre de gens qui me disent mais ça me donne envie de lire, alors que c'est pas forcément des gens qui seraient allés vers ces ouvrages-là. Voilà, c'est important de pas toujours être dans le même. Moi pendant trop longtemps j'étais dans le même domaine. Le domaine blanc bourgeois parce que école privée, parce que tout ce que tu veux, truc d'assimilation, ce qu'intégration, ce que. Et il y a un moment, quand tu sors de ça, tu te dis, non, mais
J'ai envie d'être moi, j'ai envie que des choses résonnent avec moi, de me sentir comprise. Voilà. Et plus je me rapproche de qui je suis et des gens qui me ressemblent, si c'est pas facile de me ressembler, parce que je suis assez, voilà. Et plus je me sens alignée, quoi, et je fais des belles rencontres. Ouais. Tu sais, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de ton côté écriture, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai connu sur Instagram. Tu avais fait une vidéo qui parlait du CDI. Et j'aimerais qu'on parle un peu de l'insécurité quand on est comédien. Est-ce qu'on veut aller vers un CDI ou on veut rester côté précaire? Non. Ben, moi, dans mon cas, moi, c'est un truc de fou. J'ai jamais réussi. J'ai eu des dans la vie. Hein. Mais moi, au bout de 3 mois, j'en peux plus, quoi. Okay. J'en peux plus. Pourquoi? Ben, je suis HPI aussi. C'est-à-dire que j'ai cette particularité, c'est que je suis HPE, donc hypersensible, et en même temps HPI. Okay. Donc, c'est 2-3% de la population. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'ennuie très vite intellectuellement. Je fais le tour des choses très rapidement. Bien et sûr. Du coup, je ne peux pas. Moi, tu me dis, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas aller au même endroit, tu vas avoir les mêmes personnes, tu vas toucher la même chose, mais prépare-moi le cercueil, quoi. J'attends la mort. Non, moi, je ne suis pas sécurisée. Moi, ça m'enferme, ça me fait peur. J'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de vivre, en fait. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de prendre des risques. Et c'est parce que j'ai pris beaucoup de risques. J'ai pris beaucoup de risques en devenant actrice du jour au lendemain. J'ai investi, j'ai tellement investi, si tu savais, et ça a payé, et ça paye. Pourquoi? Parce que je ne fais pas semblant. J'y vais pas avec le petit doigt en me gardant un petit CDD, une CDI à côté. Non, j'y vais à fond. Je me mets à nu, le cœur sur la table. Et vu que je suis sincère, ben, ça fonctionne. Donc non, mais le CDI, mais au secours. Au secours. J'ai fait un burn-out à l'Académie de Versailles. Hein. Ah oui? Ah oui, hein, avec abandon de poste et tout est quoi, Donc, d'où t'es venue l'idée de faire cette petite pastille sur le CDI, le fait de vivre dans la précarité? Parce que c'était surtout c'était pas forcément sur le CDI. J'ai parlé du CDI, mais l'idée première, c'était les gens qui me disent c'est quoi ton vrai métier, ce que t'en vis, ça me fatigue. Exactement, oui. Parce qu'il y a plein de gens à qui je disais, au début, quand j'ai commencé à vivre mes concerts, ils me disaient t'arrives à en vivre? Je leur dis ouais, je gagne 2 000 € par mois et toi? Oh, wow. Et ça les tuait, en fait. Et il y a un moment, j'ai envie de dire, comment dire, on peut vivre faut arrêter cette croyance qui dit qu'on ne peut pas vivre de l'art. Bah si, en fait. Si tu te sors vraiment, si tu te remontes les manches, si tu à fond, vraiment. Moi, quand je suis devenue chanteuse du jour au lendemain, bah, j'ai fait des fichiers de listing de tous les hôtels, tous les restos, tout ce que tu veux. Du 95, j'ai appelé, j'ai passé des journées au téléphone de 9h à 17h, j'ai négocié des contrats, j'y suis allée. Et voilà, quoi, ça le fait. En fait, si tu veux, dans show business, il y a show, mais il y a business. Et c'est grâce au business qu'on fait le show. Donc, il y a un moment, si t'es pas... Moi, je suis une chef d'entreprise. Je suis une entrepreneuse, en fait. Et pour moi, être actrice, c'est être active dans son truc. Et chanteuse, c'est pareil. Je fais pas de casting pour entrer dans des groupes. Je fais pas de casting de comédie musicale. Non. Je décide ce que je chante quand je chante. À quel prix? C'est moi qui négocie. Donc, ça me donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, ça me donne de l'assurance. Ça me permet d'arriver toute détendue en casting ou autre, qui fait que ça se passe bien. Ça se passe bien parce que je suis pas en attente. Je suis pas dans le désespoir. Je suis pas... Je suis cool. Tu vois? Donc, j'ai fait cette vidéo parce que je voulais répondre aux gens qui pensaient que c'était pas sérieux. Et qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peu courageux et qui nous envient beaucoup notre vie. Bien et sûr. Qui sont ça m'énerve mais c'est enfin non, je suis intermittente, je suis en sécurité, c'est le statut le plus sécure que j'ai jamais connu. Voilà. Mais justement, pour revenir à ces pastilles, moi quand je les ai regardées, j'avais l'impression que tu commençais à te diriger un petit peu vers le côté stand-up. Est-ce que je me trompe ou On m'en parle, on m'en parle depuis 1000 ans. Les gens qui me connaissent. Alors maintenant, toi et moi, on a échangé. Tu me connais. Voilà. Tu sais que j'ai un rythme, je suis une punchlineuse. Je suis quelqu'un... ça va vite. Donc, combien de fois on m'a dit, mais Marie-Myriam, écris du stand-up, écris un spectacle et tout ça. Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup de travail. Je suis déjà chanteuse, j'écris. Et puis, il ne faut pas non plus perdre les gens. Et il y a un moment où moi, mon but, c'est pas de faire rire.
c'est de Bien faire sûr. réfléchir d'abord. Donc, mes pastilles, il y a plus de la réflexion et de la dénonciation que du rire, en réalité. Et je le vois, aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos pour faire, et c'est super. Il y a une facilité, en réalité, c'est pas... Donc, j'ai pas fait ça pour faire du stand-up, j'ai fait ça parce que je voulais un espace, me faire un petit kiff, et pas me prendre la tête à monter un stand, aller dans les salles et faire je sais pas quoi. Enfin, j'ai déjà trop de choses à faire. J'avais envie d'un espace de création où je m'éclate, je propose ça. Après, si au bout de... Je sortir ma 3e pastille bientôt. Après, si au bout de quelques pastilles, on me propose quelque chose, why not? Mais je veux d'abord créer par moi-même, me filmer. Je suis dans une phase, ça fait quelques mois, je fais pas mal de vidéos. Ça peut être des vidéos comme ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos où je change de costume, ça peut être des vidéos où je fais un montage des tournages que j'ai faits. J'aime beaucoup ça, me mettre en scène, me filmer, montrer des choses. Et je pense que c'est par là qu'il se passera des choses aussi. Voilà. Tu disais justement que tu n'avais pas le temps parce que tu faisais tellement plein de choses. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'équilibre qu'on peut avoir quand on est maman et qu'on est en même temps actrice, chanteuse. Comment tu fais tout ça pour jongler, en fait? Comment tu t'en sors? Je veux dire, toutes les mamans vont me comprendre et beaucoup d'organisation, de l'efficacité. Après, il y a une place pour chaque chose. Mine de rien, quand tu es à l'école toute la journée, ça me laisse beaucoup de temps, en fait. Il suffit d'être efficace. De toute façon, quand tu es une mère, tu es efficace par définition. Tu es efficace. Tu as appris à être efficace. Et moi, je suis même plus efficace en étant mère qu'en n'étant pas mère. Je suis devenue beaucoup plus forte, efficace, organisée, parce qu'en fait, ton temps est réduit. Du coup, il faut que tu fasses les choses comme il faut. Donc, on est poussé à ça. Et en plus, mon fils, il me donne une patate de dingue. Quand je lui montre une vidéo, je dis, tiens, regarde cette vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis, c'est trop bien, tu perds, c'est génial et tout. Ça me booste. Donc, en fait, c'est pas un frein. C'est pas un frein du la maternité. C'est ton premier fan. C'est ton premier fan, lui. En fait, Solal. Devant lui, c'est mon premier. Devant l'éternel. Et d'ailleurs, je suis hyper contente parce que il a rejoint l'agence Cute. Il a rejoint l'agence Cute Models avec sa maman. Ah, super. Donc, peut-être pas des photos tous les deux. Merci. Cool. Mon Solal. Mon soleil. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ta pratique de sport. Parce que j'ai vu que tu avais karaté, tu es au niveau compétition carrément. Alors, j'ai ceinture marron et j'avais mon passeport de compétition. Mais moi, j'aime pas la compétition parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Un jour donné, on va estimer que l'autre est meilleur parce qu'il est peut-être de meilleur. Non, ça n'a pas de sens. Donc, j'aime pas la compétition. J'ai fait du karaté en club. Après, il faut aussi dire ce qu'il y a derrière. C'est que j'ai un père qui est boxeur à la base. D'accord. Donc voilà, moi j'ai beaucoup regardé Steven Seagal, Bruce Lee, les films de fight avec ma sœur jumelle, on faisait des chorégraphies de fight. Quand Buffy est sorti, je ne te raconte pas la fascination. Donc j'ai fait du karaté, mon père, grâce à ma mère, c'est ma mère qui m'a mis au karaté. Mon père me faisait un peu de boxe, j'ai fait un peu de tir et tout ça, donc j'ai toujours été assez vive, assez nerveuse, assez musclée, assez forte. J'ai fait aussi un petit peu de danse et de danse orientale. Mais là, prochainement, je me mets au Muay Thai. J'ai besoin de choses percutantes. Mais j'adore utiliser ça. C'est notamment pour ça que j'ai été prise dans Walking Dead. Parce que j'ai un physique... je suis sèche comme une trique. Et tu vois très bien. Et s'il faut aller au front et s'il faut aller, j'ai pas peur, quoi. Tu parlais de plateaux comme Walking Dead, etc. On avait eu une discussion, toi et moi, on parlait que souvent, quand on était un acteur assis sur un plateau, c'était compliqué de se faire maquiller correctement, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu vois encore aujourd'hui? Alors, moi, j'ai de la chance, puisque, étant donné que je suis assez claire de peau, les maquilleuses sont super. Et elles trouvent toujours ma teinte. Parce que ma teinte n'est pas trop compliquée. Voilà. Mais parce que c'est des vraies maquilleuses. Si je vais dans un magasin très connu, Sephora, je ressors, je suis orange systématiquement. Elle a balancé le nom. Elle se dit, tiens, c'est une arabe, allez hop. Sauf que non. Donc après, moi, j'ai un petit réflexe. Je prends quand même mon make-up avec moi au cas où, mais c'est je repasse jamais derrière le travail d'une maquilleuse. Mais ce que je fais, en revanche, c'est que je connais. Quand j'arrive devant une maquilleuse, je lui dis, écoute, je suis d'origine maroco-hongroise, j'ai un sous-ton vert. Donc voilà. Et c'est bien. Et donc, généralement, ça se passe très bien. Mais j'ai plein d'amis femmes
noires qui doivent prendre leur make-up avec elles, qui ont des coiffeuses qui savent pas coiffer les cheveux afro. Et ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment inacceptable, je trouve. C'est pas normal. Déjà, ça veut dire les actrices, acteurs noirs ont moins de moyens et moins de rôles, et en plus, elles doivent payer leur make-up et vous les précariser, en fait. Bien sûr, oui. Donc, non. C'est juste que parce que les gens ne sont pas habitués à nos peaux, parce que on est rarement sur les projets. On nous tue à l'écriture. Oui. On est mort à l'écriture. Acheter du make-up. Mais il y a de plus en plus, je sais pas si c'est au courant, mais il y a de plus en plus de maquilleuses qui s'y mettent aussi et qui sont là spéciales pour foncer tout ça. Et je trouve ça très cool. Mais non, c'est urgent de se former, en fait. Voilà. Bien sûr, ouais. Tu sais, tout à l'heure, on parlait que tu faisais partie de l'association 50-50. J'aimerais que tu reviennes un peu sur l'association des actrices et auteurs associés. Comment t'es arrivé là? Comment t'en as entendu parler? La AFA? Oui. La AFA, j'en ai entendu parler par Matteo Capelli, qui est un acteur adorable avec qui j'avais beaucoup échangé. Et puis il m'a dit, viens, Marie-Myriam, parce que il nous faut un espace à nous. On fait des commissions, on essaie de faire avancer les choses. Puis il y a beaucoup de rencontres, de laboratoires, de choses et tout ça. Donc moi, je suis venue pour rencontrer des gens. Puis c'est vrai que moi, je suis venue nulle part. Moi, du jour au lendemain, je suis arrivée dans un milieu où je ne connaissais personne et rien. Donc je suis aussi venue pour apprendre des choses. Et j'ai même tourné des pastilles avec eux. J'ai fait des rencontres merveilleuses, incroyables. Et ça a nourri ma réflexion d'actrice, de femme, actrice racisée, parce qu'encore une fois, un acteur blanc et une actrice racisée, ils n'ont pas la même carrière. C'est tout, il faut dire les choses. C'est pas problématique, c'est dire les choses. Donc, je trouve ça bien d'enfin dire les choses et de se retrouver aussi entre nous dans un espace de bienveillance, pas que dans la concurrence. De toute façon, moi, comme je dis, je ne suis en concurrence avec personne. Pourquoi? Nous sommes tous uniques. Nous sommes uniques. Personne n'est comme toi. Personne n'a vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, il n'y a pas de compétition. Des fois, il y a un choix qui se fait, mais c'est normal, mais ce n'est pas une compétition. Donc, j'apprends, moi, beaucoup à le soutien et la solidarité, la sororité entre actrices et acteurs. Je fais ça beaucoup. Combien de fois j'envoie des annonces pour lesquelles je postule à des copines Bien actrices. sûr, oui. Tout à fait, oui. Je me fous. Ça me met un challenge. Je me dis comme ça, en tout cas, je veux que si ce soit moi, c'est moi. Je ne vais pas empêcher quelqu'un. Je ne vais pas réussir en empêchant quelqu'un. Voilà. Et moi, c'est moi de toute façon. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'association des actrices et des acteurs associés, est-ce que tu peux nous résumer rapidement leur rôle, en fait? La FAB, si tu veux, leur rôle, c'est d'essayer de représenter les actrices et les acteurs au mieux, parce qu'on n'a pas vraiment... On a un seul syndicat, je crois, qui ne parle pas à beaucoup. C'est un lieu où il y a des commissions. Il y a la commission, il y a le tunnel de l'actrice de plus de 50 ans. Il y a les commissions aussi diversité. Il y a des commissions sur l'écologie. On réfléchit sur notre métier, sur comment l'améliorer. Tout ce qui a été, violence sexuelle sur le plateau. Donc, on essaie d'être présent sur des événements, sur des festivals, d'inviter des DIRCAS, d'échanger, de se mettre en lien, en fait, de vraiment faire un lien avec ce monde-là et de créer des moments et des passerelles. Ouais, en gros, ils sont là pour protéger, améliorer et un peu défendre les droits aussi des comédiens et comédiennes. Ouais, et puis qu'on se rencontre, qu'on crée ensemble, qu'on dise les choses, déjà. Mais c'est intéressant ce que tu racontes, parce que j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Tu sais, quand tu as parlé de carrière d'un acteur blanc et d'un acteur ou actrice racisée, ça m'a fait directement penser à Aïssa Maïga, en fait, qui est une très belle actrice, talentueuse, mais tellement sous-employée, tu vois. Mais tellement pitié, rien que son... Enfin, moi, c'est un drame, parce que depuis que j'ai vraiment déconstruit tout ça, je ne revois plus les cinéastes que j'aimais avant. Ça passe, tu vois, je trouve qu'elle est sous-cotée dans le film de Clapiche. Et puis, elle est incroyable. C'est une actrice incroyable qui devrait avoir la carrière d'Isabelle Huppert. Bien sûr. Moi, je comprends pas, en fait. Noir n'est pas son métier. D'accord. Je sais pas, tu te rappelles si... Je pense qu'il faut ouvrir les choses. Lors des Césars, quand elle avait parlé un petit peu, quand elle disait que oui, etc.
Alors, moi, j'ai adoré. Alors, évidemment, je suis pas une blanche bourgeoise où j'étais pas misée. J'ai adoré ce moment. Mais ça a piqué fort. Ça a piqué fort. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que quelqu'un qui exprime une souffrance. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Le racisme, c'est quoi? C'est pas de te faire traiter seulement de sale arabe ou de sale noir. C'est d'être rabaissé. D'être abaissé. C'est quand l'autre te considère comme inférieur. Donc, en fait, c'est très vite vu. C'est très vite arrivé. Et moi, quand je l'ai vu arriver dans sa robe jaune flamboyante, à le dire haut et fort tout ce qu'on pensait tout bas, je me suis dit, mais mon Dieu, mais quel cran, mais quel courage, mais quelle force, mais quelle actrice. Moi, merci Aïssa pour ce moment incroyable. Mais j'ai été... Enfin, mais voilà, mais là, les réactions et le backlash derrière, je trouve ça déplorable. Bah oui, même quand elle parlait de l'appropriation par rapport à Vincent Cassel, les gens faisaient semblant de ne pas comprendre. Non mais frère, l'arabe dans le film le plus connu, c'est un blanc héritier de... Non mais s'il vous plaît, arrêtez en fait. Vous voulez pas que James Bond soit noir, mais ça vous dérange pas qu'un arabe soit blanc? Par juste, à quel moment on va arrêter de faire semblant que c'est n'importe quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu t'appelles, j'ai rien contre lui. C'est-à-dire que quand tu t'appelles Vincent Cassel, tu vas avoir droit à tout, en fait. T'es bien né et jusqu'au bout, tu vas tout, open bar pour tout. C'est quoi, ça? Je veux dire, non, en fait. Non. Il y a de meilleurs acteurs, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je suis ébahie par Omar Sy. Hein. J'ai tourné avec lui 2 fois. Je suis ébahie par Omar Sy. Je suis ébahie par Soufiane Guerab. Je suis ébahie aussi... Assad Bouab, qui est juste extraordinaire, vraiment, d'une finesse dans son jeu, voilà. Ben, tous ces mecs-là, j'aimerais qu'on les voit plus. Je veux un cinéma plus inclusif, plus incluant, en fait. Et je crois que tout le monde en a marre de voir les mêmes têtes et qu'on est heureux de voir des nouvelles actrices et des nouveaux acteurs qui arrivent. Et qu'on est friand de ça. Le public est friand de ça. Donc, voilà. Faut laisser un peu de place, je pense. C'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis tout le monde en a marre de voir les mêmes têtes. Et ça se ressent au box-office. Quand tu vois les films qui cartonnent en ce moment, c'est pourquoi? C'est parce que quand tu vois Banlieusard, quand tu vois les films avec Lajli, tu comprends que les films avec la diversité, ça cartonne. Pourquoi? Mais parce qu'on est friand de ces profils-là. On est friand de ces visages-là qu'on ne voit pas assez, de ces natures-là, d'une façon de jouer qu'on n'a pas vue. Bien sûr. On en a marre. Enfin, il faut de la nouveauté, il faut du renouveau. Voilà. Non, mais on est là. Justement, comme tu dis, on est là, ça va arriver avec des gens comme nous, on est là en train de faire avancer les choses et on va y arriver. On va y arriver. Bien sûr. Bien sûr. Là, on arrive dans la partie de l'émission où tu nous parles un peu de toi, de ton actualité, de tes projets futurs. Oh, écoute, alors, moi, mon actualité, donc je fais toujours mes lectures incarnées que j'adore. Bien sûr. Sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Je fais aussi beaucoup, comme tu le disais très justement, des pastilles punchline politico-comiques que j'adore faire. Là, je suis sur 2 propositions de pièces de théâtre. C'est dans les tuyaux, une par rapport à une que j'ai fait, qui serait un très très beau rôle, truc très engagé sur les féminicides, et une autre pièce plus sur l'identité, le transgénérationnel, qui est dans les tuyaux. Après, avec au niveau de l'acting, il se passe tellement de choses, tous les jours ça change, et j'ai la chance de passer des castings assez régulièrement, et voilà. Des beaux castings, et là j'attends des réponses pour un beau film. Tu sais ce que c'est, on peut jamais trop parler, on peut jamais trop dire. On croise les doigts, quoi. Voilà. Crossed. Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir une agente qui m'accompagne vraiment énormément et qui est très présente pour moi, et ça me fait énormément de bien. J'ai aussi envie d'écrire et de réaliser des courts-métrages. Ça, c'est clair. Parce que dans mon état d'esprit, je suis une leaduse, donc d'être réelle, c'est logique. Montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de montrer, j'ai vraiment envie aussi de faire ça. Et puis voilà, en tout cas, moi, les rôles qui me plaisent de jouer, c'est des rôles de femmes fortes, clairement. Des rôles
Ça peut être une mère, mais c'est une mère courage, c'est pas une mère papier peint. Ah. J'adore. On sent le côté littérature en toi. Ah oui, non, mais voilà, comme j'ai dit, mais puis je joue pas les vicos. Voilà. Je te raconte un truc là-dessus, c'est trop marrant. J'étais en stage de doublage, parce que je fais aussi des stages de doublage. T'as vu, la nana, elle a du temps. Hein. J'étais en stage de doublage avec le merveilleux Emmanuel Carsen. Et à un moment, on se moque un peu, parce que voilà, il me dit, tiens, Marie-Myriam, on va te faire essayer sur cette scène. D'accord. Il me fait essayer une scène. En temps normal, je n'aurais pas accepté de jouer. C'est-à-dire une nana qui est séquestrée par un psychopathe qui est dans une douche, en fait, et voilà, qui doit se laver devant lui. D'accord, ouais. Donc, je vais dans la cabine. La nana, physiquement, c'est une petite blonde, etc. Moi, t'entends ma voix. Hein. Moi, Patrick, quand je double des femmes âgées, je double des femmes noires, je double des femmes arabes, latinas et des femmes fortes. D'accord. Parce que j'ai une voix qui est très... Et puis, je peux la faire descendre si je veux. Okay. Donc, voilà. Donc, ma voix, en fait, elle est assez pleine, elle est assez lourde, elle est assez forte. Je peux faire une fille qui gueule. Voilà. Donc, il essaie de me faire jouer la vicose blonde. Je te jure, hein, je suis bonne comédienne. Hein. Et c'était pas faux ce que je disais. Mais il me dit, mais on n'y croit pas, Marie-Myriam. Je lui dis, ouais, mais je suis désolée, moi non plus, je crois pas. Moi, le mec, il est là, mais je le pulvérise. Je vais pas rester là à faire... Donc, c'était très drôle. C'était très drôle. Moi, je suis une femme forte. Alors oui, je sais très bien faire aussi la souffrance, les blessures. Je chiale comme personne. D'ailleurs, sur la série Les Infiltrés, je suis dans le premier épisode... la mère qui s'écroule de tout son et qui chiale toute sa vie parce que sa fille meurt devant elle, c'est moi. Oh, génial. Et je suis pas très bien. J'adore ces émotions très fortes. Mais voilà, mais j'aime pas les rôles de victime ou de machin. Je pourrais jouer par exemple une prostituée, mais une prostituée qui s'en sort. Ou un truc où il y a un truc de combat. Donc voilà, moi ce que j'aime en tout cas, c'est ça. Mais ça me ramène à une question. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que tu es facile à diriger sur un plateau? Ah oui, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que encore une fois, moi, j'ai mes idées, mon truc, mon machin. Une fois que j'ai dit oui, et je suis sur le plateau, tu me dis, t'as 4 pattes, je mets 4 pattes. En fait, on confond l'ego et le caractère. D'accord. Moi, je sais ce que je veux. Et si je te dis oui, je te dis oui. C'est bon, je te donnerai tout. Il n'y a pas de problème. Et on peut essayer, et on peut se tromper. Et moi-même, je peux me tromper. Je suis hyper facile à diriger. D'accord. Parce que j'ai été prof. Quand t'es prof, t'as été une bonne élève. Et moi, je suis une très bonne élève. J'écoute. Et je suis tellement souple que je le suis physiquement. Je suis hyper laxe. Donc, c'est un paradoxe. J'ai un côté très autoritaire et rigide que je peux exprimer. Mais j'ai un côté très souple, en fait. Parce que j'ai toujours dû m'adapter dans ma vie. J'étais jamais dans les bons milieux. Ou quand t'es multi-ethnique, tu t'adaptes, en fait. C'est ton rôle de t'adapter. Quand t'es une femme, encore plus. Donc, tout ça, c'est des richesses. J'aime bien ton côté de manier les mots à la MC Solar et tout. C'est génial. Oh, chérie! Faut pas me faire des compliments comme ça! J'adore MC Solar. Hein. Chaude. Là, les mots. Bah oui, les mots, c'est très important, les mots, le verbe, etc. On arrive dans la partie de l'émission où on donne des tips, des conseils un petit peu. Quels conseils tu donnerais, toi, justement, à des jeunes actrices racisées qui veulent se lancer dans ce milieu, à espérer d'avoir un parcours un peu comme toi? Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous existez, on a besoin de gens comme vous. Alors venez. Venez, moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je rencontre des jeunes artistes que je vois racisés qui osent pas trop. Je leur dis, on a besoin de toi, on a besoin de gens comme toi. Vous avez votre place. Ce qu'il faut faire, en revanche, c'est être très sérieux et sérieuse, travailleur et travailleuse, courageuse et courageux. Apprendre, écouter. L'audace, c'est bien, le culot, c'est bien, mais c'est un curseur. Faut le placer au bon moment et avec la bonne personne. Faut vraiment étudier. Faut vraiment... mais ça, on sait faire. On sait faire. Donc, moi, je leur dis, soyez légitimes, prenez des cours, écoutez des interviews, écoutez, remplissez-vous de culture. Et c'est pareil. Là, par exemple, tu me parles de personnes racisées, je vais me permettre de faire un tout autre truc parce que j'adore. Vas-y. Quand je suis devenue actrice, le meilleur ami de quelqu'un que je connais qui était acteur blanc, bourgeois depuis... Je précise toujours parce que ça situe. C'est pas méchant, ça situe.
Lui, il était acteur depuis 10 ans. D'accord. Il avait fait une silhouette. Et quand je parlais avec lui de Beckett ou quand je parlais avec lui du ciné, alors je n'étais pas actrice, et je lui dis, mais frère, t'as pas de culture ciné, tu lis pas, t'écris pas, t'es acteur, vraiment? Ok. Et voilà, enfin, pour moi, être acteur ou actrice, c'est pas une posture, en fait. C'est pas la gloire et le machin. Les 3/4 du temps, c'est de la sueur, du sang et des larmes, en fait. Bien sûr. Le kiff, il est au bout, quoi. Cerise, c'est à la fin du gâteau, quoi. Tout le reste, il va falloir trimer, il va falloir travailler. Tu vas t'en prendre dans la tronche. Parce que même si j'ai beaucoup de chance et je suis forte et tout ça, mais je lui mets des conflits comme tout le monde. Hein. Ah ouais. Mais moi, j'ai ce truc de tu me casses les jambes, je rentre sur les bras, en fait. Je suis déterminée. Ouais, t'es déter, comme on dit. Je suis déter. On n'est pas là, on n'a pas de time, il a eu. Non, c'est un super bon conseil à retenir pour les jeunes de prendre sa place, de s'affirmer et ne pas être gêné, en fait. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il y aura des gens comme moi? C'est normal, quand on est d'origine immigrée, on n'est pas à notre... C'est-à-dire, on pense qu'on n'est pas à notre place, qu'on doit remercier de rien. C'est vos parents qui ont regardé leurs chaussures et qui ont remercié. Nous, maintenant, on a fait les études, on a fait tout ce qu'il fallait, on a des choses à dire. Donc maintenant, on y va. On a notre place, on ne va pas s'excuser. Stop. On n'est pas là pour s'excuser. Vraiment. J'adore, c'est un super beau mot de la fin, ça, Marie-Myriam. C'est maintenant on y va, on n'est pas là pour s'excuser. J'adore. Non. Magnifique. Je t'en prie. C'était un plaisir de discuter avec toi, Marie-Myriam Lani. Oui. Je te dis merci, on vous rappelle? Merci, et puis au plaisir. Et si je peux me permettre, après cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter tous les autres, ils sont priceless. Merci beaucoup pour la promo, Marie-Myriam Lani. À bientôt. Bye bye. À bientôt.